C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire mensuel organisé par Nos Voix comptent et dont le thème est éducation inclusive et égalité des sexes, le chemin vers un avenir équitable. Je suis Rachida Touboutari Abba, co-facilitatrice du groupe de travail inclusion linguistique et numérique et de Nos Voix comptent pour le Bénin. Et je suis votre animatrice pour cette passionnante session. Alors, Nos Voix comptent, qu'est-ce que c'est? Nos Voix comptent est une initiative féministe qui œuvre en faveur de la justice des genres et les droits humains des femmes et des filles avec des activistes, organisations, groupes et réseaux de 22 pays de l'Afrique francophone pour le plaidoyer et la construction d'un mouvement féministe africain francophone. Elle est née en mars 2020 dans le cadre de la génération égalité. Dans le cadre de la génération égalité, oui. Elle est née en mars 2020 dans le cadre de la génération égalité initialement portée par la Fondation Batonga et le Global Fund for Women et le Fonds Pressé pour les femmes francophones. Alors, quelle est sa mission? La mission de Nos Voix comptent est de consolider les écosystèmes francophones du mouvement féministe africain et les positionner dans des espaces de discussion et de décision politique internationaux de haut niveau, liés aux droits des femmes et à l'égalité des genres, telles que la génération égalité. Et quelles sont les missions de Nos Voix comptent? Primo, c'est d'amplifier les besoins et priorités des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne francophone. Secondo, lever les barrières qui entravent leur participation active et effective. Et tertio, soutenir les activistes, organisations, réseaux et d'autres mouvements féministes et ou de défense des droits des filles et des femmes d'Afrique subsaharienne francophone. Et enfin, contribuer au renforcement du mouvement féministe en Afrique subsaharienne francophone. Alors, pour nous écrire ou en savoir plus sur cette initiative, vous pouvez vous adresser à nvc@batongafoundation.org ou nous suivre sur notre site www.nosvoixcomptes.org et sur les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Alors, le 7 octobre dernier, la communauté Nos Voix comptent du Bénin s'est réunie à l'université d'Abomey-Calavi pour un grand événement. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. Merci. Allô? Nous devons avoir... Désolé pour l'interruption. Nous en étions où, s'il vous plaît? C'était le moment de passer la vidéo sur l'événement d'Abomey-Calavi. Avançons d'abord, nous allons y revenir. À la fin. OK. Alors, chères participantes et participants, nous sommes réunis aujourd'hui autour du thème éducation inclusive et égalité des sexes, le chemin vers un avenir équitable. Et selon l'UNESCO, plus de 130 millions de filles dans le monde ne sont pas scolarisées et l'écart entre les sexes persiste dans de nombreuses régions du monde. Pourtant, l'éducation est un moteur essentiel de progrès social et économique.
Ces chiffres sont révélateurs. C'est pourquoi il est crucial de discuter de ces enjeux. Au cours de ce webinaire, nous explorerons les défis et les solutions liées à l'éducation des filles en mettant l'accent sur l'importance de l'éducation inclusive, de l'accès à une éducation de qualité et de l'égalité des sexes dans le système éducatif. Pour ce faire, nous avons avec nous 3 éminentes personnalités qui partageront des histoires inspirantes et discuteront des actions concrètes que nous pouvons entreprendre pour un avenir plus équitable. Notre première intervenante est Senior Health and Gender Technical Advisor pour Save the Children Canada. Elle est médecin de santé mondiale et entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience dans la santé maternelle, infantile et les droits à la santé sexuelle et reproductive. Alors, je vais ainsi nommer le docteur Rugi Baldé. Docteur Rugi Baldé, c'est un privilège de vous avoir à nos côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Bonjour Rachidatou et bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici aussi ce matin et partager ce plateau avec vous. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ruki Baldé. Notre deuxième intervenante est présidente du Youth Advisor Panel Guinée. Elle est une leader dans les organisations à but non lucratif pour la défense des droits des femmes et la lutte contre les maladies. Je veux ainsi nommer Madame Kadiata Diallo. Madame Kadiata Diallo, c'est un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire un mot, s'il vous plaît? Allez, bonsoir encore tout le monde. Merci Madame Rachidatou. C'est vraiment aussi un grand plaisir de repartager ce moment avec vous. En tout cas, on espère qu'à la fin de ce webinaire, tout le monde sera satisfait pour ce pourquoi nous sommes là, au fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kadiata Diallo. Notre troisième intervenante est Programme Manager Adolescent Girl Leadership à la Fondation Batonga au Bénin. Elle a travaillé avec CARE International et plusieurs organisations nationales. Et je veux ainsi nommer Madame Florence Bio-Idrissou. Madame Florence Bio-Idrissou, c'est un honneur de vous avoir à nos côtés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Le plaisir est vraiment partagé. Bonsoir Rachidatou, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être là et de faire partie de ce panel. Merci. Merci beaucoup, Madame Bio-Idrissou. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons inviter une grande dame pour l'ouverture de ce webinaire. Elle est la directrice globale du plaidoyer pour la Fondation Batonga et la directrice pays Bénin pour la même fondation. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans l'égalité et l'équité des genres et l'autonomisation économique des femmes. J'ai ainsi le privilège de nommer Madame Ella Wama Mara. Madame Ella Wama Mara, vous avez la parole. Merci. Merci Rachidatou. Bonsoir à nos illustres panélistes, Dr. Rugi Baldé, la jeune activiste féministe Kadiata Diallo et l'activiste féministe acquise à la cause des adolescentes Florence Bio-Idrissou, vous-même Rachidatou et Boris dans l'ombre. Bonsoir, bonsoir chers participantes et participants à ce webinaire. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons à ce webinaire spécial de nos voix compte consacré à un thème fondamental, l'éducation inclusive et l'égalité des sexes, le chemin vers un avenir
équitable. Et je suis honorée que nous nous réunissions à l'issue de la Journée internationale de la fille, une journée qui résonne profondément avec notre mission de porter la voix des filles et des femmes d'Afrique francophone pour ainsi promouvoir l'éducation inclusive et l'égalité des sexes. Vous savez, le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui est marqué par des avancées significatives dans la reconnaissance des droits des filles, mais aussi par des défis persistants. Dans de nombreuses régions d'Afrique, l'accès à une éducation de qualité reste un combat pour de nombreuses jeunes filles. Les barrières socio-culturelles, économiques et géographiques limitent encore leurs opportunités d'apprentissage. Il est essentiel de noter que l'éducation inclusive et l'égalité des sexes ne sont pas seulement des droits fondamentaux, mais également des catalyseurs du progrès social et économique. Lorsque les filles reçoivent une éducation de qualité, elles deviennent des agents de changement, non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour leur famille, pour leur communauté, pour leur nation et finalement pour le monde entier. En tout cas, telle est la vision portée par la Fondation Batonga qui justifie et détermine ces interventions. Je dirais aussi que les objectifs de ce webinaire sont très spécifiques et nombreux. D'abord, nous souhaitons développer davantage les enjeux liés à l'éducation inclusive et à l'égalité des sexes, d'où le choix de ces panélistes très spécialistes dans leur domaine. Nous voulons aussi partager des idées novatrices, des meilleures pratiques et surtout des stratégies efficaces pour surmonter les obstacles qui persistent. De plus, nous visons à renforcer les partenariats et à encourager l'action concertée, car c'est ensemble que nous pouvons réellement réaliser un changement significatif. Le lien entre le thème de ce webinaire, l'éducation inclusive et égalité des sexes, le chemin vers un avenir équitable et les objectifs de développement durable établis par les Nations unies est très étroit. L'ODD numéro 4 vise à garantir une éducation de qualité inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour toutes et pour tous. Ce webinaire aborde donc directement cet ODD numéro 4 en mettant en évidence l'importance de l'éducation inclusive pour les filles en contribuant ainsi à la réalisation de cet objectif. Quand on prend l'ODD numéro 5, qui a pour objet d'atteindre l'égalité des sexes et d'autonomiser toutes les filles, le thème de ce webinaire s'aligne aussi parfaitement sur cet objectif en explorant comment l'éducation inclusive peut servir de catalyseur pour briser les stéréotypes de genre et créer des opportunités égales d'apprentissage pour les filles. L'ODD numéro 10 s'attache à réduire les inégalités au sein et entre les pays. En mettant l'accent sur l'éducation inclusive, le webinaire de ce jour contribue à réfléchir sur comment réduire les inégalités en offrant à toutes les filles, quel que soit leur contexte, la possibilité d'accéder à une éducation de qualité. Je voudrais vraiment rappeler, insister sur le fait que l'éducation inclusive et l'égalité des sexes sont indissociables dans de la construction d'un avenir plus juste, plus prospère, plus durable et plus équitable. C'est une mission qui nous concerne donc toutes et tous et nous espérons que ce webinaire sera une étape importante vers un monde où les voix des filles comptent, les voix des filles d'Afrique comptent, où elles ont un accès équitable à l'éducation et où leur potentiel est pleinement réalisé. Je vous remercie encore de votre présence en ligne, de votre participation, de votre engagement et je nous encourage à participer activement à nos discussions. Ensemble, nos voix comptent et ensemble, nous pouvons créer un avenir plus équitable pour toutes et pour tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Ella Ouamamara, pour cette belle introduction. Et sans plus tarder, je vais donner la parole à notre première intervenante. Alors, Dr. Ogi Baldé, pouvez nous dire pourquoi l'éducation inclusive est-elle essentielle pour promouvoir l'égalité des sexes? Merci. Désolée, j'étais en mute.
Donc, merci beaucoup encore Rachidatou et merci à l'audience. Je pense qu'Ella a déjà vraiment brossé l'essentiel de ce que je voulais dire. C'est comme si elle était vraiment dans la même pièce que moi parce qu'elle a en fait résumé toutes les notes que j'avais. Effectivement, l'éducation inclusive, c'est l'objectif de développement numéro 4. Et souvent, j'aime dire aux gens, lorsque je travaille avec plusieurs communautés ou alors les organisations, c'est que pour atteindre les objectifs du développement durable, il suffit juste de s'attaquer à l'objectif numéro 5, qui est l'égalité des genres. Parce qu'une fois que ceci est couvert, tout le reste vient facilement et la tâche devient plus facile, en fait, avec tout le reste qu'il y a à faire. Maintenant, c'est quoi l'éducation inclusive? D'abord, il faut savoir que l'éducation, c'est le meilleur cadeau qu'un parent puisse donner à ses enfants, surtout à sa fille. Et l'éducation permet non seulement d'ouvrir l'esprit de la personne, de l'apprenant, surtout de la femme, mais aussi c'est une manière de mettre en place c'est un moyen surtout d'aider la personne à s'autodiscipliner et à pouvoir donc atteindre ses objectifs de vie. Alors, pour atteindre cet objectif, il y a quand même des points essentiels pour s'assurer que l'éducation est inclusive et que vraiment nous sommes en alignement avec les objectifs du développement durable. Donc, premièrement, il faudrait que l'enseignement soit au moins de qualité, quel que soit là où la personne se trouve, mais aussi que cet enseignement soit gratuit, ce ne serait-ce que pour le primaire et le secondaire, qu'il y ait une égalité au niveau donc, de la qualité, quel que soit l'endroit où la personne se trouve, et que l'enseignement technique et professionnel soit à un coût supportable, surtout pour les personnes qui supportent donc les coûts, donc les parents et les personnes elles-mêmes qui suivent. Et en fait, il faut aussi s'assurer qu'il y a une augmentation de personnes, donc un renforcement de capacité des personnes qui donnent cet apprentissage-là. Donc, un renforcement de capacité pour s'assurer que cette éducation est de qualité, mais aussi il faut s'assurer qu'il est obligatoirement nécessaire de diminuer ou alors d'éliminer toute forme de discrimination, que ce soit basé sur le genre, sur les autres aspects tels que l'orientation sexuelle, l'âge et donc, tous les autres déterminants qui s'ajoutent à ça. Mais aussi, il faut savoir que l'alphabétisation universelle, c'est de s'assurer en termes de STEAM, donc des sciences techniques et informatiques, il faudrait s'assurer qu'il y a une équité à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas travailler seulement avec la moitié de la population, parce que les filles et les femmes représentent plus que 50% de la population mondiale, et nous assurer qu'on peut atteindre donc les objectifs de développement durable. Et aussi, nous devons être sûrs que ces femmes-là sont capables, d'une certaine manière, capables de pouvoir donc accéder à ces informations au même titre de façon équitable que les hommes et les garçons. Maintenant, pourquoi ceci est important? Je sais que je n'ai que 4 minutes, désolé, mais on est tellement passionnés sur ce panel. C'est parce qu'en fait, quand une femme est éduquée, ce n'est pas seulement qu'elle éduque, c'est-à-dire ce n'est pas seulement pour elle, mais c'est comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, c'est important parce qu'elle peut non seulement ça entraîne donc son autonomie financière, son autonomie économique, mais aussi ça lui permet de donner aussi une bonne éducation à ses enfants, à ses communautés, et aussi de s'assurer qu'il y a une bonne santé au niveau familial, que ce soit la santé financière, mais aussi la santé physique et la santé mentale. Donc, en résumé, c'est ce que je vais dire pour ne pas trop monopoliser la parole. Peut-être que s'il y a le temps, je pourrais revenir sur un peu plus de détails. Merci. Merci beaucoup, Dr. Ruki, pour cette explication. Alors, Madame Florence Idrissou-Bio, peut-on avoir votre avis sur la question en 4 minutes? Merci beaucoup. Et je pense que en plus de ce que Madame et Dr.
Rougui a dit, il faut également retenir que l'éducation inclusive fait référence aussi à la possibilité pour tous les enfants d'accéder à l'égalité des chances en matière d'éducation et d'apprentissage. Et donc, que l'enfant se trouve être en situation de handicap ou non, par exemple, ou que l'enfant soit une fille ou un garçon. Pour moi, l'éducation inclusive voudrait que dans chaque école ou dans chaque centre de formation professionnelle, par exemple, que des mesures spécifiques soient prises pour que tous ces enfants se sentent effectivement chez eux. Et je prends l'exemple d'un enfant en situation de handicap. Si peut-être je suis un enfant qui est en situation de handicap auditif, l'éducation inclusive voudrait que je puisse suivre le cours avec un langage adapté. Et si je me retrouve par exemple dans un cas où je suis en face d'un enfant qui a un handicap moteur, l'éducation inclusive voudrait également que cet enfant ait accès à la salle de classe et que cet accès ne soit pas un frein peut-être à sa formation. L'éducation inclusive voudrait également que lorsque je suis un enfant qui peut-être a un handicap visuel, qu'il soit mis à sa disposition des outils qui peuvent lui permettre vraiment de pouvoir participer ou d'accéder à l'éducation. Ce que je peux peut-être dire pour résumer, c'est que en matière d'éducation, l'inclusion permet d'avoir un traitement équitable ou d'apporter un traitement équitable à chaque apprenant en adaptant un peu l'éducation à ses besoins spécifiques pour lui permettre d'assurer un peu, pour assurer, si on veut le dire ainsi, l'égalité des droits et l'égalité de chances en matière d'éducation. Et lorsque je vais même au-delà de l'éducation formelle, je quitte les salles de classe ou les centres de formation professionnelle, l'éducation à la maison, et on doit prendre en compte l'inclusion dans l'éducation à la maison, faire attention également au rôle que nous attribuons aux filles et aux garçons au sein de nos ménages. Et donc, c'est en y faisant attention et en intégrant davantage l'éducation inclusive que nous arriverons progressivement à promouvoir l'égalité des sexes et l'égalité des genres. Donc, voilà ce que je peux ajouter à ce que le docteur Baldé vient de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence et Madame Kadiata Diallo. Et on aimerait vous entendre sur la même question. D'accord. C'est chaud. C'est chaud. Merci beaucoup. Je vois que Docteur Ruby et Madame Florence ont vraiment touché à tous mes points. Tellement que ce sujet est passionnant, mais bon, je vais essayer aussi de rajouter ma part du gâteau tout en essayant d'être dans le temps. Donc, comme elles ont déjà apporté plus de détails, moi, je pense que je vais aller directement avec des trucs un peu plus concrets. Moi, je pense que l'éducation inclusive est essentielle car, premièrement, elle garantit ici un accès équitable à l'apprentissage pour tous. À part de cela, l'éducation inclusive brise également ici les barrières de genre, c'est-à-dire ça nous permet de briser les barrières qui puissent exister entre les questions de genre ou d'équité. Et à l'au-delà de tout ceci, l'éducation inclusive permet à chacun, pardon, de développer son potentiel tout en contribuant ici à l'égalité des sexes. Donc, pour ne pas monopoliser le temps, moi, je pense que, en plus de ce que mes co-panélistes ont dit, au fait, c'est beaucoup plus simple et explicite les mots que nous venons les thématiques que nous venons pardon, de développer. Donc, voilà. Je pense que c'est bon pour moi. On va passer sur le deuxième point, si c'est compris. OK, merci bien, Madame Kadiata Diallo. Et nous allons aborder la deuxième question avec vous toujours. Et en quoi l'éducation inclusive contribue à réduire les stéréotypes de genre et à créer un avenir plus équitable? Madame Kadiata?
Oui, 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 pardon. Je disais qu'on continue toujours avec vous. Et en quoi l'éducation inclusive contribue à réduire les stéréotypes de genre et à créer un avenir plus équitable? Ok, merci beaucoup, Madame Rajitadou, pour la question. Euh, pour moi, l'éducation inclusive déconstruit ici les stéréotypes de genre, c'est-à-dire en favorisant la diversité et l'égalité dans les salles de classe, par exemple, dans la société, etc. Et en plus de cela, l'éducation inclusive contribue ici ainsi à un avenir plus équitable en promouvant la compréhension et l'acceptation des différences entre les sexes. Voilà. Donc, je ne OK. sais pas si c'est Merci. compris, parce que c'est 4 minutes. Merci. Oui. Merci bien, Madame Kadiata et Docteur Baldé. Nous aimerions vous entendre également sur la question. Ok, merci beaucoup. En fait, comme on disait que les stéréotypes, vous savez déjà que il y a un rôle spécifique qui est donné aux filles et aux garçons dans nos sociétés. Et souvent, nous vivons dans des sociétés patriarcales. Donc, donner l'accès à l'éducation d'une fille, à une fille, par exemple, c'est de lui permettre aussi d'apprendre non seulement c'est-à-dire que l'enseignement formel, mais aussi d'apprendre ses droits et de pouvoir augmenter son pouvoir de décision. Et c'est ce pouvoir de décision, justement, à long terme, qui va contribuer à la diminution de ces stéréotypes. Parce que nous savons, comme je disais tantôt, et Kadia, toi, merci beaucoup d'avoir déjà résumé ça de façon très succincte, c'est que il y a déjà un rôle qui est assigné aux filles à la naissance et un rôle donc qui est assigné aux hommes. Donc pour pouvoir vraiment mitiger cela, il faut donner un accès équitable à l'éducation pour aussi encourager donc les femmes à pouvoir occuper des postes de responsabilité, mais aussi à pouvoir prendre des décisions sur leur autonomie personnelle sur tous les aspects de leur vie. Donc, pour ne pas trop garder la parole. Je vais juste peut-être vous passer la parole à la personne suivante. Merci. Merci beaucoup, Docteur Baldé. Et Madame Florence, avez-vous des compléments à faire sur la question? Ok, merci beaucoup. Comme je l'ai tantôt dit, pour moi, l'éducation inclusive voudrait que, quand je me penche du côté des enfants, c'est que tous les enfants soient traités de façon équitable. Et donc, l'éducation inclusive voudrait qu'on intègre l'équité dans la façon dont nous traitons les enfants, dans la façon dont nous nous assurons que les enfants accèdent à l'éducation, pour leur permettre un peu de l'égale jouissance, je vais dire, au droit à l'éducation. Et donc, quand je me positionne en tant que parent, lorsque, par exemple, je suis un parent et que je prends conscience de l'égalité des droits entre ma fille et mon garçon, c'est que désormais, je ne dirai plus les filles c'est pour les travaux domestiques et les garçons pour l'école. Je dirai plus, je les enverrai tous les deux à l'école pour leur donner un peu la même chance de réussir. Et toujours en tant que parent, si je prends conscience de ce que je dois assurer l'égalité des chances à tous mes enfants en matière d'éducation, c'est que je ne cacherai plus, par exemple, un de mes enfants qui est en situation de handicap, peut-être parce que je pense qu'il me fait honte. Je ne vais pas le faire, mais je l'inscrirai dans une école où peut-être on propose des outils adaptés à ses besoins. Ça fait partie des stéréotypes de genre qui constituent en fait je vais dire, des barrières à l'éducation inclusive. Et donc, c'est ce faisant progressivement que les stéréotypes de genre auxquels nous sommes habitués ou nous voyons qui constituent des freins à l'éducation inclusive pourront progressivement être déconstruits pour qu'on en arrive à une société dans laquelle tout le monde se sent confortable, où chacun en a pour son compte. Donc voilà, merci Madame Hachidat pour la question. OK, merci beaucoup, Madame Florence Biot Drissou.
Alors, il faut dire que l'éducation inclusive, il y a l'ODD 4 qui traite de cela et elle permet de garantir un accès équitable aux gens. Et dans le contexte plus spécifiquement, les filles, ça permet de prendre en compte leurs besoins spécifiques mais pour garantir leur accès à l'éducation, à l'information, à l'apprentissage. Et cela leur permet de les autonomiser sur le plan économique, sur le plan et financier, et aussi même de garantir leur bien-être mental, physique, émotionnel et autres, et même de leur famille. Et je pense que l'éducation inclusive à travers tout ce qui est dit est très important si nous voulons vraiment arriver à l'égalité des sexes. Alors, chers participants et participantes, vous pouvez commencer par poster vos questions dans le chat, des commentaires dans le chat. Nous allons poursuivre avec nos questions. Alors, ma question s'adresse maintenant à Madame Florence Bion et on aimerait savoir comment encourager une plus grande participation des filles et des femmes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ok, merci beaucoup, Madame Rachida. Et je pense que pour encourager une plus grande participation des filles et des femmes dans les domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, la première des choses qu'il faut faire, c'est commencer déjà par déconstruire auprès de ces filles et de ces femmes les stéréotypes qui leur sont inculqués depuis le bas âge. Tout à l'heure, Madame Docteur Barré parlait euh, des stéréotypes genre qui sont inculqués aux enfants dès leur temps d'enfance. Et donc, il faut commencer par déconstruire ces stéréotypes qui sont inculqués à nos filles dès leur bas âge et qui grandissent des femmes et leur montrer que elles peuvent faire, elles peuvent réussir dans ces domaines, dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, aussi bien que les garçons que les hommes. Il faut dire aussi que c'est parce que ces matières ou dans ces domaines ont été pendant longtemps sacralisés et il est souvent dit, on a l'habitude de l'entendre à l'école ou dans les centres de formation, c'est des matières très difficiles. Il faut être vraiment un génie pour pouvoir réussir dans ce domaine. Et tout ça décourage un peu, sachant que pendant longtemps, les filles et les femmes ont été un peu exclues du système éducatif formel, si je peux le dire ainsi. Certaines d'entre elles pensent qu'elles ne sont peut-être pas suffisamment compétentes ou peut-être suffisamment intelligentes pour accéder peut-être à ces domaines. Et lorsqu'on va travailler à démystifier ces domaines, à les désacraliser comme comme contrairement à ce qui se fait, c'est que les matières liées à ces domaines pour les femmes, pour les filles, euh, seront beaucoup plus digestes, si je peux m'exprimer en ces termes. Et donc, une fois désacralisées ou démystifiées, c'est qu'elles vont commencer par se faire davantage confiance et par s'orienter vers ces domaines. Et il faudra également travailler à leur donner des exemples de femmes qui ont pu réussir dans ces domaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples quand on prend les exemples de personnes qui ont réussi dans ces domaines, c'est beaucoup plus des hommes qui sont présentés. Mais pour amener les femmes et les filles à s'intéresser davantage, c'est qu'il faudra leur donner des exemples. Telle autre femme qui a réussi dans tel autre domaine, telle autre femme qui a réussi peut-être dans les domaines de mathématiques ou d'ingénierie ou de sciences, leur montrer ces exemples pour qu'elles puissent se convaincre qu'elles peuvent aussi faire comme ces femmes. Et également, je pense qu'il faut arriver également à leur montrer qu'il y a certaines matières dans lesquelles les filles et les femmes excellent. Et c'est pas que ces matières ne sont faciles ou ne sont pas peut-être aussi difficiles qu'on pense. Et donc, il faut les amener en fait à rendre compte que les matières dans lesquelles elles excellent déjà, ce ne sont pas des matières faciles. Et ces matières peuvent être peuvent parfois être plus difficiles que les matières
lorsqu'on se retrouve dans les domaines de sciences, de technologie ou d'ingénierie ou de mathématiques. Donc, voilà un peu les éléments de réponse que je peux apporter par rapport à cette question pour encourager vraiment la participation des filles et des femmes au domaine de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Merci, Madame Rachida. Merci, Madame Florence, pour ces éléments de réponse. Et Madame Kadiata Diallo, on aimerait avoir aussi votre avis sur la question. Merci beaucoup, Madame Rachidatou. Florence a vraiment, elle aussi, elle a tout pris, hein. Elle a tout pris chez nous. Mais voilà, pour un peu améliorer, genre amender pour amendement, moi aussi, sur cette question, moi je pense, comme elle a si bien dit, il faudrait d'abord faire ici la promotion des leaders féminins, des femmes modèles dans ce domaine. Je pense que c'est très important si nous parvenons ici à mettre en avant les femmes qui se sont lancées dans ces domaines que nous croyons généralement difficiles et qui sont parvenues ici à créer leur monde et à imposer leur image dans ce domaine. C'est pourquoi j'ai voulu un peu signaler le cas de Kadi Sall, une Sénégalaise qui a su ici diriger en 2020 un projet de fabrication d'écrans faciaux contre le COVID-19. Et je pense qu'à travers cette fabrication, cette dame, elle a pu s'imposer au Sénégal et en 2020, tout le monde ne parlait que d'elle. Il n'y a pas qu'elle, il y a aussi Esther, qui est une grande chercheuse aux côtés du Kenya, c'est une femme africaine aux côtés du Kenya, qui est spécialisée ici dans tout ce qui est VIH, SIDA, et qui aujourd'hui, à travers son talent, son potentiel, qui est reconnu d'ailleurs mondialement, parvient ici à contribuer à la formation d'autres femmes qui veulent être comme elle. Donc, je pense que faire la promotion de ces femmes-là, de ces femmes leaders-là, peuvent ici faciliter la participation massive des femmes dans ces domaines. Comme nous le savons toutes et tous, c'est pas facile ces matières-là parce que dès à bas âge, c'est pourquoi l'éducation doit commencer dès là-bas. Tout commence là-bas. Dès que ça rate, dès qu'on perd les pédales à bas âge, ça devient très compliqué pour le futur. Donc, et ici, généralement, en Afrique, on dit souvent que les jeunes filles parlent trop, les femmes sont faites pour parler, donc les métiers qui leur conviennent plus, c'est les métiers de droit, là, de communication, être présentatrice, par exemple, d'une télé et tout. Et on n'encourage jamais les jeunes filles dès à bas âge à être des grandes chimistes, à être des grandes physiciennes, économistes, des mathématiciennes, alors qu'elles peuvent aussi l'être. D'ailleurs, elles ont cette faculté très avancée, très développée. Donc, je pense que dès à bas âge, nous devons, les papas et les mamans, doivent accepter de faire comprendre à la jeune fille qu'il y a de ces métiers que les hommes pratiquent. Elles aussi, elles peuvent le faire. Et il y a aussi ce côté complexe. Par exemple, si nous voyons un jeune homme très sale qui est mécanicien et tout, on dit, ah non, ça c'est sale, on va pas exercer ce métier. Ou bien on voit un maçon et tout. Ça, ce sont des métiers qui sont ce sont des activités qui sont des génératrices de revenus, qui sont, et d'ailleurs, pour les pratiquer, il faudrait d'abord étudier, en tout cas pour être expert ou experte dedans, il faudrait l'étudier. Donc, je pense que nos papas doivent accepter de faire comprendre aux jeunes filles dès à bas âge que ça, ce sont des métiers qui sont là pour tout le monde. C'est pas seulement fait pour les hommes. Les femmes aussi peuvent le faire et puis d'ailleurs, elles parviennent ici à s'imposer dans ces métiers. Voilà. Et aussi, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment se baser sur l'éducation au niveau du bas âge. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est là, je sais que je n'ai que 4 minutes, mais la partie là me passionne vraiment beaucoup. Donc voilà, pour être très bref, comme Florence avait déjà globalement tout dit, il faudrait que nous acceptions de s'investir dans l'éducation des enfants dès à bas âge. Parce que lorsqu'on éduque une jeune fille, on lui donne la clé de sa réussite, on lui donne la clé de son autonomisation. Et je pense qu'une femme épanouie, c'est une nation épanouie. Je pense qu'une femme épanouie, c'est une nation développée.
Donc voilà, tout doit partir à partir de là et pour cela, nous devons amplifier les sensibilisations, ces genres de webinaires-là, afin que nous puissions faire comprendre aux gens que l'égalité des genres est vraiment cruciale avec, dans ce monde où nous nous trouvons, vu tout ce qui est mondialisation et l'évolution de la science et de la technologie, nous devons impliquer massivement les femmes pour vraiment un développement durable. Donc voilà, pour ne pas monopoliser le temps, je pense que je vais me limiter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kadiata Diallo. Et Docteur Baldé, nous aimerions également vous entendre sur la question. D'accord, merci beaucoup à mes prédécesseurs. Vraiment, je pense qu'elles ont déjà tout ramassé. Aujourd'hui, là, on dirait que chacune est venue vraiment très armée. Ou alors qu'on a fait un travail de groupe pour faire la préparation. Mais je voulais juste ajouter qu'il serait intéressant aussi d'avoir des programmes de mentorat. Par exemple, moi, je donne des programmes de mentorat ici à la communauté des immigrants noirs. Ça permet non seulement d'avoir donc un espace sécurisé, mais aussi un suivi prolongé pour permettre justement et encourager ces jeunes filles-là à pouvoir vraiment s'assurer qu'elles sont dans des branches qui peuvent les aider à s'épanouir, notamment donc les branches techniques. Aussi, pour nos pays en voie de développement, je pense qu'il est important qu'il y ait une implication des gouvernements, par exemple, par l'octroi des bourses, des supports, dans ce sens-là, qui pourrait aussi encourager les filles à pouvoir vraiment donc embrasser embrasser ces différentes branches. Merci. Merci beaucoup, Docteur Baldé, pour ces éléments de réponse. Et j'ai noté quelques éléments clés à retenir à travers cette question. Et dans un premier temps, il s'agit pour nous de déconstruire les préjugés autour de ces domaines des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. C'est très important. Il faut déconstruire cela, montrer aux filles qu'elles-mêmes, elles ont les capacités et pour aller dans ces domaines-là. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut faire la promotion des leaders et féminins qui ont vraiment réussi dans ces domaines-là. Il faut aussi les mettre en avant pour servir de modèle aux filles. Il y a également que l'éducation dès le bas âge est très importante et les parents doivent faire l'effort pour instruire, éduquer les filles dès le bas âge. Et les programmes de mentorat dont vous avez parlé, je pense que c'est des exemples que nous pouvons vraiment copier pour encourager les femmes à vraiment aller dans ces domaines-là. Il y a également que les gouvernements doivent vraiment s'impliquer à travers l'octroi des bourses aux filles dans ces domaines-là. Merci beaucoup à vous pour ces éléments de réponse et nous allons poursuivre avec nos questions. Alors, je suis toujours avec vous, Docteur Baldé. Et comment les parents, les enseignants et les communautés locales peuvent contribuer à un environnement éducatif inclusif et équitable pour toutes et pour tous? D'accord, merci beaucoup. Je pense que cette question est très importante et elle est vraiment primordiale pour pouvoir assurer que tous les enfants de façon inclusive ont accès à une éducation de qualité. Et comme il y a un adage qui dit ici que c'est tout le village qui éduque l'enfant, ce n'est pas seulement ses parents, ni seulement donc ses enseignants. Alors, pour ce faire, je vais essayer peut-être de voir, je vois cette question à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau familial, au niveau communautaire, au niveau même de la personne, donc que ce soit de l'enfant, que ce soit la fille ou le garçon.
c'est de pouvoir donc avoir une meilleure compréhension des avantages de l'éducation, mais aussi des enjeux de développement qui sont attachés à cette éducation. Et de pouvoir, donc même à partir de la jeune fille, ou alors surtout de la jeune fille, c'est de pouvoir l'équiper suffisamment pour pouvoir l'encourager à accepter et à adhérer, à embrasser donc une éducation de façon normale. Ça, c'est le premier aspect. Donc, au niveau familial, il faut qu'on essaye de sensibiliser les parents pour qu'ils soient vraiment des acteurs clés, donc une partie prenante importante pour supporter leurs enfants à fréquenter les institutions d'éducation et aussi de leur faire savoir que l'éducation vraiment est un droit de la même manière que la santé. Donc, c'est des droits humains qu'il faut embrasser. Ensuite, il faut prendre le niveau de l'offre de l'éducation, c'est-à-dire de l'offre de services. C'est-à-dire qu'il faut avoir d'abord des infrastructures qui sont adaptées, comme de façon, je pense que Florence avait déjà expliqué ça, je ne vais pas revenir dessus. Donc, il faut avoir un environnement inclusif au niveau des établissements scolaires. Mais surtout, il y a un facteur qui est très important pour les filles, parce que déjà, à l'école primaire, c'est encore plus facile, mais à partir de l'âge de l'adolescence, vous savez qu'il y a déjà la puberté, et donc il y a les menstrues, donc autres choses qui vont se rajouter et qui constituent un facteur prédominant dans l'accessibilité donc de ces filles-là aux établissements. Donc, il faudrait que déjà imaginer à la construction qu'il y ait un espace, un safe space, je peux dire, un espace sécurisé pour ces filles-là de pouvoir étudier et sans être sans que la présence, par exemple, de leur hygiène menstruelle, que l'hygiène menstruelle soit prise en considération au niveau des écoles, mais aussi qu'elles se sentent en sécurité. Parce que souvent, on a noté qu'il y a des violences basées sur le genre dans ces établissements. Il y a des cas qui ont été révélés, surtout dans d'autres pays. Et de plus en plus, si vous regardez dans nos zones, il y a des pays qui sont en guerre ou alors qui sont vraiment dans des situations politiques un peu difficiles. Donc, qui favorise ce type de violence. Donc, il faudrait qu'on s'assure que l'école vraiment est accueillante et que c'est un espace sécurisé pour l'apprentissage. Et l'autre côté, c'est qu'au niveau des communautés, parce que nous avons des communautés décentralisées, donc qui représentent aussi l'autorité à ce niveau-là, il faut s'assurer que, par exemple, les lois qui sont des lois nationales sont appliquées à ces niveaux-là pour pouvoir donc donner une meilleure sécurité à ces enfants pour un apprentissage, mais aussi il faut continuer à faire des activités de plaidoyer en faveur donc de l'enseignement équitable et aussi de l'égalité de genre. Parce que, comme je vous dis souvent, le hic que nous avons, c'est l'inégalité au niveau déjà des genres. Lorsque ce problème est réglé, je pense que tout le reste devient encore plus facile. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour ces éléments de réponse. Et Madame Florence Biot, nous aimerions vous entendre également sur la question. Ok, merci beaucoup. Je pense que Dr. Baldé a abordé plusieurs de mes points. Elle a déjà parlé du fait qu'il faut capaciter la fille elle-même, lui donner les outils qu'il faut. Il faut tenir compte des infrastructures. Il faut travailler également sur les lois, les politiques qui nous gouvernent. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut faire un travail énorme sur l'environnement immédiat, pardon, sur l'environnement immédiat de ces enfants qui sont beaucoup plus les acteurs. Voilà, il faut faire un travail important sur les acteurs qui composent cet environnement immédiat que sont les parents, les enseignants et enseignantes et les membres de la communauté. Et donc, moi, je pense que la première des choses à ce niveau, c'est que il est nécessaire pour les parents, les enseignants et les membres de la communauté de se former et de s'informer sur qu'est-ce que l'éducation inclusive, de s'en approprier, de l'internaliser pour pouvoir la mettre en pratique. Parce que si ces actrices ne savent pas ce que c'est que vraiment, oui, on me demande
d'allumer mon écran. Voilà, merci. Donc, je disais, si ces acteurs et actrices ne savent pas de quoi il s'agit, s'ils et elles ne connaissent pas les avantages, la nécessité d'une éducation inclusive, il leur sera vraiment difficile de travailler à créer un environnement éducatif inclusif et équitable. Et donc, pour cela, c'est que ils doivent commencer, ils ont en fait besoin d'avoir des informations sur la question, d'avoir les bonnes informations sur la question, de se faire sensibiliser, de se faire former. Et cela les amènera à adhérer progressivement aux idéaux qui encouragent l'éducation inclusive et à eux-mêmes, à leur niveau, euh, évoluer leur perception par rapport à ce qu'ils entendent par éducation inclusive. Autre chose que je pense qu'on peut faire, et c'est d'ailleurs la première des choses, on dit souvent que les enfants apprennent par l'exemple. C'est pas ce qu'on leur dit qu'ils font, mais ils voient faire et ils répètent. Et donc, je pense que ces parents, les enseignants et tous les membres de la communauté doivent travailler à donner le bon modèle, le bon exemple à leurs enfants, puisque ces enfants représentent la relève en matière d'éducation inclusive. Et ils doivent en fait les amener constamment à respecter et à mettre en pratique les valeurs qui encouragent l'éducation inclusive depuis leur temps d'enfance pour que dès qu'ils seront adultes, ils puissent systématiquement opter pour l'éducation inclusive. Et cela se passera à travers le dialogue parent-enfant ou le dialogue, la façon dont l'enseignant ou l'enseignante dans la salle de classe se comporte vis-à-vis des enfants, à travers également la négociation, à travers les exemples dont on a tantôt parlé et dans le langage qu'il faut. Et ça va préparer les enfants quand ils seront grands à vraiment adapter leur langage, à avoir un langage assez exclusif et à travailler également sur la répartition des rôles qu'on voit déjà au niveau des ménages. Donc voilà ce que je peux dire pour compléter un peu ce que euh, Dr. Baldé a tantôt exprimé. Merci. Merci beaucoup, Madame Florence. Madame Kadiata Diallo, on aimerait vous entendre sur la question. D'accord. Merci, Madame Rachidatou, pour la parole encore. Je vous en prie. C'est serré. Être dernière là, c'est pas facile, hein. Mais bon, j'aimerais aussi rajouter ce côté parce que mes copanélistes ont vraiment touché tous mes points. Mais je tenais quand même à signaler ce côté, cette partie-là. Selon moi, nous devrions aussi nous concentrer ici sur la vulgarisation de certains programmes, c'est-à-dire des programmes d'éducation non discriminatoires. Je pense que c'est très important. Je dis ceci suite à une expérience que j'ai eue au cours de mon activisme là dans mon pays même. Vous savez, nous sommes en Guinée, nous sommes en Afrique, pardon, je suis guinéenne, nous sommes en Afrique et je pense que certains de nos coutumes, de nos traditions ont un effet vraiment très négatif sur la vie de nos jeunes filles. Donc, je pense que la vidéo de Kadi n'est pas allumée. D'accord, je vois. Pardon, je vais allumer. Désolée. Donc, je pense que nous devons revoir certaines de nos traditions et coutumes parce que je pense que c'est très important. Rapidement, en Guinée, lors de mes sensibilisations, au cours d'une de mes activités, j'ai eu à croiser un problème, à faire face à un problème et j'ai su que ce problème-là, on pouvait l'éviter depuis, mais malheureusement, vu le poids de nos traditions et tout, le problème est allé à un niveau où il fallait pas. C'est ici, vous savez, en Afrique, généralement, nos parents ont beaucoup plus la facilité de communiquer avec les jeunes garçons que les jeunes filles sur les sujets tabous tels que l'excision, la vie sexuelle et tout. Et ce fut un peu le cas de cette jeune fille qui s'est vue violée, si je peux le dire comme ça, parce que tout simplement, c'est que pour elle, ce qu'elle faisait, c'était normal. Et nous, on a rejeté la faute là sur ses parents. Parce qu'au moment où son papa expliquait comment on utilisait le préservatif à son grand frère, elle a voulu écouter son papa pour savoir
c'est quoi cette chose, ça servait à quoi, ça permet d'éviter quoi. Son papa a catégoriquement refusé parce que son papa a dit non, la seule personne qui a droit de connaître l'utilisation du préservatif, c'était son grand frère, vu que lui, il était déjà adulte et il avait certainement commencé à avoir une vie sexuelle. Et c'est comme ça, la jeune fille est tombée sur un jeune homme qui lui a dit, t'en fais pas, ma chérie, quand tu couches avec moi, dès que je vais utiliser ce préservatif, tu vas pas tomber enceinte et tu vas pas être déviergée. Et vous voyez, la fille ne connaît juste parce qu'elle a entendu son papa dire à son frère, quand tu utilises ça, il n'y aura pas de grossesse. Donc, la fille n'a pas eu d'explication claire. Elle a accepté de coucher avec le monsieur et finalement, elle s'est retrouvée avec une grossesse. Elle a été déviergée et elle s'est retrouvée avec des infections. Donc, quand nous, on nous a appelés pour faire face à cette situation, pour pouvoir gérer, quand on nous a demandé et que la fille a dit qu'elle était consentante, mais elle a entendu son papa dire à son frère que quand tu utilises le préservatif, tu ne vas pas tomber enceinte. Donc, c'est là que nous avons su que c'est juste une partie de la conversation qu'elle a écoutée parce que le papa lui a interdit de suivre le reste. Donc, je pense que sur ce coup, il y a beaucoup de cas comme ça qui arrivent. Ce n'est pas seulement en Guinée, je pense que c'est un peu partout en Afrique, dans le monde. Donc, nous devons vraiment faire des sensibilisations au niveau de nos parents parce que moi, je pense qu'ils ont une grande responsabilité, un grand rôle à jouer dans ce qui est la réussite de leur jeune fille et tout. C'est pourquoi il faudrait ici encourager les programmes d'éducation non discriminatoires. C'est un peu aussi le cas des écoles. Par exemple, les enseignants ou les messieurs qui sont un peu aisés, qui construisent ici les écoles sans tenir compte, par exemple, des filles handicapées ou même des jeunes garçons handicapés en construisant des grands bâtiments comme ça avec des escaliers qu'il faut vraiment parcourir avant d'aller. Là, ils font de la discrimination. Peut-être ça peut être involontaire, mais c'est discriminatoire parce qu'ils ne prennent pas ici compte de ces jeunes filles-là qui sont handicapées ou qui vivent avec des handicaps, qui peuvent aussi être empêchées par ces escaliers. Et cela peut être ici un facteur de découragement pour ces jeunes filles ou pour ces jeunes garçons pour abandonner l'école. Donc voilà, pour ne pas monopoliser le temps, moi je pense qu'il faudrait vraiment valoriser ces programmes non discriminatoires, ces programmes d'éducation non discriminatoires, et il faudrait vraiment faire des lobbying, des sensibilisations au niveau interne, aux côtés de nos familles, aux côtés des communautés, parce que c'est la communauté qui encourage ici ces pratiques, c'est la communauté qui tient trop à ces valeurs qui ne sont plus de réalité, qui ne partent plus, qui ne sont plus en conformité avec ce que nous vivons. Donc voilà. Merci beaucoup, Madame Rachidatou, et merci aux autres. Merci beaucoup, Madame Diallo. Sincèrement, j'avoue que nos trois panélistes sont très brillantes. Nous avons eu beaucoup de moissons avec leurs éléments de réponse. Et ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est que déjà au niveau familial et au niveau des communautés, il faut amener vraiment les parents et les communautés à comprendre vraiment l'importance de l'éducation inclusive et ses enjeux, et qui comprennent que c'est un enjeu de développement et c'est des droits humains. Les filles ont aussi le droit d'accéder à l'école. Et au niveau aussi des établissements éducatifs, il faut que ce soit un environnement sécurisé, sûr et inclusif. Il faut que les acteurs même comprennent déjà l'importance de l'éducation inclusive et qu'ils ou elles se les approprient vraiment. Et à cela, il faut des infrastructures adaptées, il faut vraiment, et comment dirais-je, aussi qu'il y ait des lois et des politiques qui favorisent l'éducation inclusive. Et c'est ça, occulter aussi les plaidoyers, les lobbying, l'intensification des sensibilisations pour vraiment éduquer, informer, éduquer, et ce soit tous les acteurs, tous les parties prenantes. Et merci beaucoup à vous. Et c'est le moment d'ouvrir la plage des questions-réponses. Et je suis en train de voir déjà quelques questions dans le chat box. Et les participants peuvent aussi lever le doigt pour poser directement leurs questions.
Mais déjà, j'ai quelques questions ici. Et Pierre Sabropa qui dit que nos communautés disposent-elles des moyens nécessaires pour favoriser l'éducation inclusive? Alors ça, c'est la question de Pierre Sabropa. Madame Florence Biot. Madame Florence Biot. Oui, ok, merci beaucoup, Madame Rachida Tou, et je remercie Monsieur Pierre pour sa question. Est-ce que nos communautés disposent de moyens nécessaires pour favoriser l'éducation inclusive? Je dirais que tout est question d'apprentissage de connaissances. Et donc, aujourd'hui, si nous parlons d'éducation inclusive, c'est que quelque part, il y a un biais au niveau de nos communautés par rapport à la prise en compte de cette éducation inclusive. Et donc, nous devons travailler en fait à amener les communautés à se l'approprier. Je le disais tantôt tout à l'heure dans mon intervention, nous devons travailler à amener les communautés à comprendre d'abord c'est quoi l'éducation inclusive. Et au-delà de ça, si nous avons la possibilité de les capacités de leur donner les outils qu'il faut pour comprendre et internaliser ce que c'est que l'éducation inclusive, c'est qu'il est de notre devoir de le faire. On doit travailler énormément à les renforcer, à renforcer leur connaissance sur la question, à les sensibiliser sur la question pour que progressivement ces communautés dans lesquelles nous nous retrouvons, euh, soit disposé en fait à œuvrer ou à faire la promotion de l'éducation inclusive. Ce n'est pas systématiquement que toutes les communautés ont les moyens nécessaires pour favoriser l'éducation inclusive, mais ce n'est pas une raison non plus pour qu'on reste les bras croisés. On doit travailler à y arriver. Certainement que les autres panélistes auront un mot à ajouter par rapport à ces éléments de réponse. Merci, Madame. Merci beaucoup, Madame Florence. Et Dr. Baldé ou Madame Kadiata, est-ce que vous avez des compléments à faire? Bon, je Oui, passe. oui, Vas-y, bon, Kadiata. c'est bon. Docteur Baldé, vous voulez intervenir? Non, 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 je dis que je te passais la parole. Merci. Ok, si je pense, si, attendez, la question c'est, nos communautés disposent-elles des moyens nécessaires pour favoriser l'éducation inclusive? Bon, moi, je pourrais dire tout simplement oui, parce que, en fait, nos communautés sont les maillons forts dans cette thématique. Moi, je pense tout simplement, comme Florence, elle a dit, la première des choses à faire, parce que si ici, cette communauté, elle est là dans l'ignorance, elles peuvent pas encourager une inclusion, une éducation inclusive. La première des choses, il faudrait d'abord que cette communauté-là soit sensibilisée, c'est-à-dire que nous fassions la promotion du côté positif de l'éducation inclusive, c'est-à-dire faire comprendre aux membres de la société quels sont les avantages d'une éducation inclusive. Je pense qu'avec ça, à travers ces sensibilisations, et ces communautés-là peuvent être vraiment des moyens, c'est-à-dire des moyens et voies pour l'atteinte de cet objectif. Donc, je dirais tout simplement oui, franchement, ils regardent tout parce que c'est eux qui sont scannés sur nos coutumes, c'est eux qui restent scotchés sur ces traditions et tout. Donc, je pense que si nous parvenons à changer leur mentalité, à leur amener sur la raison, ils peuvent vraiment être les vrais acteurs de changement. Donc, voilà, c'était juste ce petit point que je voulais rajouter en plus de ce que Florence a dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kadiata. Et il y a une question de Roger Saï qui aimerait savoir la différence entre une action spécifique et un plan stratégique pour l'autonomisation des adolescentes et des femmes dans le cas de l'éducation. Je pense que le docteur Baldé peut répondre à cette question-là. Docteur Baldé? Oui, Docteur oui. Baldé?
Oui, je Oui. suis là. Désolée. En fait, ça s'entrecoupait. Pouvez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Oui, elle est de Roger Saï qui aimerait savoir la différence entre une action spécifique et un plan stratégique pour l'autonomisation des adolescentes et des femmes dans le cadre de l'éducation. D'accord. Merci beaucoup à M. Saï. Il faut d'abord, de façon étymologique, un plan stratégique, c'est la vision globale d'une organisation ou alors pour atteindre des objectifs spécifiques. Un objectif général, mais aussi des objectifs spécifiques avec des piliers sur lesquels on peut se baser pour pouvoir justement atteindre ces objectifs-là. Donc, la stratégie, c'est surtout l'ensemble des moyens par lesquels on peut arriver, on peut atteindre des objectifs. Et donc, c'est la vision de l'organisation ou alors de l'entité pour laquelle on est en train d'intervenir. Maintenant, lorsqu'on parle d'actions ciblées, c'est de façon très spécifique. Par exemple, ça peut être ponctuel comme ça peut être en forme de projet, par exemple. Et ça s'applique que ce soit au niveau du secteur de l'éducation, que ce soit au niveau de la santé et des autres secteurs d'intervention. Donc, de façon spécifique, on peut parler, par exemple, de projets. Disons que si vous voulez, par exemple, améliorer la qualité de l'enseignement dans une zone telle et que vous avez déjà recueilli un certain nombre de statistiques, donc de chiffres alarmants, et que vous voulez corriger cette situation, là, vous pouvez parler d'actions ciblées. Par rapport à ce que vous voulez atteindre et pour corriger donc de façon spécifique. Maintenant, lorsqu'on parle de l'autonomisation, ça s'applique aussi de la même manière parce que quand vous parlez de l'autonomisation, il y a déjà la stratégie nationale pour atteindre l'objectif de l'égalité, donc et une partie des composantes est donc, comment je peux dire, qui va consister à l'autonomisation. Mais de la même manière, donc, si vous avez juste besoin de façon ponctuelle, vous allez parler d'actions ciblées. Je ne sais pas si cela répond à sa question. Merci beaucoup, Dr. Baldé. Il y a eu un commentaire de Pierre qui dit travailler à leur donner des exemples de femmes qui sont parvenues au succès. Bien dit, Madame Idrissou. Brice Aroyonvi demande que pouvons-nous faire pour amener nos gouvernants à instaurer dans les curricula d'éducation inclusive au vrai sens du mot et surtout à encourager la communication genre inclusive dans les langues officielles et les matières enseignées. Dr. Baldé. Florence peut peut-être commencer ou alors je peux commencer, elle va enchaîner. En fait, généralement, les projets de développement qui sont, parce que à Save the Children, on a une entité qui s'occupe spécifiquement de l'éducation, c'est que généralement, ça, c'est déjà intégré dans les curriculums qui sont utilisés donc pour l'enseignement, et que ce soit au niveau des enseignants ou que ce soit au niveau des autres parties prenantes, au niveau communautaire ou au niveau familial. Mais cependant, il faut comprendre que l'enseignement, c'est un secteur qui relève du gouvernement. Donc, c'est un secteur public de façon générale. C'est vrai que de façon ponctuelle, il y a des organisations comme CARE, comme Save the Children, ou alors Plan International, qui travaillent pour l'amélioration de ces curriculums, mais malheureusement, dans plusieurs pays, ce n'est pas vulgarisé au niveau national. Donc, pour ce faire, je pense qu'il faut avoir plus d'engagement, un engagement au niveau des gouvernements, et cela va se faire par la contribution spécifique des communautés en question. Merci. Merci beaucoup, Dr. Baldé. Allô? Oui. Bon, Madame Florence, avez-vous des compléments?
Je vais peut-être me pencher beaucoup plus sur la deuxième partie de la question qui voudrait savoir comment encourager vraiment la communication, comment amener les gouvernants à D'accord. encourager euh, la question de genre, de communication inclusive et de genre dans le langage officiel et les matières enseignées. Et ce qui me vient juste à l'esprit, c'est que une chose est d'avoir des personnes qui ont le monopole de décision ou qui se retrouvent au niveau des instances de prise de décision. Mais une autre chose est de s'assurer que ces personnes ont euh, vraiment, sont d'abord elles-mêmes des personnes sensibles au genre ou même des gens sont arrivés à être des gens transformatifs. Donc, la première chose que je pense qu'on peut peut-être faire pour en arriver là, au-delà de tout ce que Madame Baldé a dit, c'est travailler avec nos dirigeants, nos gouvernants, pour qu'ils puissent devenir des personnes genre sensibles. Ça peut paraître peut-être banal, mais c'est important de commencer par là. Ensuite, je pense que Madame Dr Baldé l'a suffisamment dit, la question de l'éducation de curricula et de matières enseignées au niveau de nos centres dans les écoles ou dans les centres de formation professionnelle relève de la responsabilité vraiment de l'État. Et donc, ce que nous pouvons faire peut-être en tant qu'organisation de jeunes, en tant qu'organisation qui œuvre pour l'égalité des genres ou l'égalité des sexes, c'est faire des plaidoyers vraiment en leur direction pour que l'éducation inclusive soit prise en compte, pour que eux-mêmes ils puissent avoir une communication genre inclusive et que cela se matérialise ou qu'on ait cette évidence dans le langage, dans les langages officiels ou même dans les matières qui sont enseignées dans les écoles, puisque c'est de leur responsabilité. Docteur Baldé l'a tantôt dit, il y a certaines organisations qui euh, contribuent à cela. Et je pense que ce que ces organisations parmi ces organisations, on en a qui proposent aussi des curricula d'éducation au profit de certaines cibles spécifiques. Ce que ces organisations peuvent également faire pour s'assurer d'impliquer les gouvernants dans ce processus, c'est justement de les impliquer dans tout le processus d'élaboration de ces curricula. Si ces organisations euh, travaillent par exemple pour promouvoir et que c'est pris en compte dans leur curricula, c'est amener l'autorité ou les gouvernants à accompagner ce processus pour que ce faisant, ils puissent également y contribuer. Donc voilà ce que je peux ajouter à tout ce que Dr Baldé a tantôt expliqué. Merci beaucoup, Madame Florence Biot. Et il y a Mireille Biot qui a Je fait voulais, un commentaire. Oui, donc, oui, Madame Kadiata, excusez-moi, je vous ai coupé mes la excuses. parole. Il n'y a pas de souci. Toutes mes excuses. Donc, Avez-vous des je voulais, compléments? oui, je voulais juste rajouter un petit point pour permettre à notre cher ami qui a posé la question de comprendre ici un peu le rôle que nous pouvons jouer en tant qu'organisation ou association ou jeunes activistes. Moi, je pense que comme l'a si bien dit Florence et Docteur Baldé, tout ce qui est question du curricula, ça relève S'il de vous plaît, l'État, au fait. Madame Kadiata, ouvrez votre Oui? caméra. Ah, d'accord, désolée. Ok. J'oublie souvent. Donc, moi, comme je le disais tantôt, tout ce qui est question de curricula autres, tout ça relève du gouvernement. Et nous ne pouvons pas, en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas imposer à un gouvernement quelconque de faire valoir une loi. Je pense qu'on n'a pas ce pouvoir. Mais comme l'a dit Florence, la seule chose que nous pouvons faire, par exemple, en tant qu'organisation, en tant que jeunes activistes ou en tant que porteur de voix de ces pairs, c'est de faire ici des plaidoyers, c'est de multiplier les séries de plaidoiries au niveau des membres du gouvernement. Je donne un exemple très rapidement. Vous savez, le mois d'octobre, c'est le mois de la jeune fille. Et moi, en tant que coordinatrice régionale du Conseil consultatif des jeunes et en tant que présidente fondatrice de l'Union des jeunes filles leaders de Guinée,
j'ai collaboré avec notre maison mère, que j'appelle comme ça, Plan International Guinée, qui nous a donné cette fois-ci le lead, le pouvoir de célébrer cette journée en différé. Et au cours de cette célébration, le 18 passé, nous avons fait ici un plaidoyer que nous avons adressé au ministre de l'Éducation. Nous avons d'abord adressé une lettre d'invitation au ministère, il a répondu présent et on a profité de sa présence pour faire notre plaidoyer. Et au cours de ce plaidoyer, c'était justement lui faire, c'est-à-dire lui proposer à ce que il fasse ici, qu'il nous accompagne à faire ici des séries de sensibilisation afin qu'il y ait une éducation inclusive dans les écoles, dans nos sociétés et partout. Et cela ne peut pas se faire sans leur accompagnement ou leur soutien. Donc, on a proposé des idées, on leur a dit, il faudrait que les enseignants revoient un peu leur programme, par exemple. Comme c'est le ministre et son équipe qui décident du programme qui doit être enseigné dans le pays, on leur a dit de revoir ces programmes et essayer ici d'inclure ou d'amender certains programmes afin qu'il y ait une éducation inclusive pour toutes et pour tous. Et tenir ici en compte aussi de la situation de toutes les jeunes filles. Donc, comme il était là, on lui a dit, on lui a convaincu et il a accepté. Et cela a fait que il nous a même convoqué durant toute cette semaine et la semaine prochaine de travailler avec le ministère directement. Ils sont en train de revoir, d'amender le programme qui doit être enseigné cette année. Donc, actuellement même, on est en train de travailler avec le ministre de notre pays pour pouvoir faire pour pouvoir apporter quelques changements et tenir ici en compte les jeunes filles, la situation des jeunes filles. Donc, je pense que ces genres d'initiatives peuvent être entreprises par tout le monde. Et je pense que c'est la meilleure façon pour nous d'impliquer les membres du gouvernement et de leur faire faire ce que nous voulons pour nos pères. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos éléments de réponse. Nous avons un commentaire, une question de Mireille Bio qui dit: Bonsoir, chers panélistes. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous écouter et j'apprécie bien vos éléments de réponse sur les effets de l'éducation inclusive sur les stéréotypes. J'ai juste une question. Comment réussir l'inclusion sans renforcer les stéréotypes? C'est vite arrivé d'avoir l'impression de frustrer quelqu'un en voulant à tout prix l'inclure dans une activité alors que cette inclusion appelle à des dispositions spécifiques de sa situation à son handicap. Madame Florence Biot, vous pouvez répondre à cette question. Ok, je voudrais tout Comment à... réussir l'inclusion sans renforcer les stéréotypes? Ok, je voudrais tout d'abord remercier Madame Mireille Bio pour sa question qui est assez pertinente. Effectivement, c'est euh, en voulant travailler pour l'inclusion, on peut peut-être avoir l'impression d'heurter la sensibilité de la personne, en fait, qu'on a en face de vous. Et ce que je voudrais dire en premier, c'est que ou le principe de Leave No One Behind, qui est un principe, le principe d'égalité et de non-discrimination, nous oblige à travailler, en fait, à amener, en fait, à travailler à réduire au maximum les inégalités et les discriminations. Et donc, ce faisant, on a l'obligation, en fait, de travailler à rester, à être inclusif et inclusif dans tout ce qu'on fait. Mais dans le même temps, le principe de do no harm, et là, c'est pour répondre à la question de Madame Bio-Mireille, pour dire que tout est question, en fait, de manière et de comment nous agissons, de comment nous interagissons avec la personne que nous retrouvons en face de nous. Et donc, le principe de do no harm, ne laisser personne euh, ne pas nuire, voilà. Le principe de ne pas nuire nous oblige en fait euh, à éviter d'exposer les personnes avec lesquelles ou des personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou que nous devons accompagner ou soutenir. Et ce principe nous amène en fait
à éviter au maximum de les exposer à des risques supplémentaires en raison de notre action ou en raison de notre intervention. Et donc, dans l'action ou dans l'activité dans laquelle nous devons inscrire cette personne, c'est de nous assurer en fait de prendre du recul par rapport à cette action que nous devons mener, à cette intervention peut-être que nous devons faire, pouvoir regarder le plus largement le contexte dans lequel nous nous retrouvons et essayer de mitiger les effets négatifs que notre action ou le fait de pouvoir soutenir ou impliquer cette personne dans cette activité et donc les effets négatifs que cela pourrait avoir, c'est d'essayer en fait de les réduire au maximum. Et donc, je vous invite peut-être à voir dans quelle mesure vous intégrez davantage le principe de d'honoram pour réduire au maximum les conséquences involontaires qui peuvent être issues de la mise en œuvre d'une activité, d'un programme ou d'une intervention, je vais dire. D'où l'importance dans notre façon d'interagir avec cette personne, dans notre façon de communiquer avec cette personne, de faire vraiment preuve de respect, d'assurer la sécurité, de démontrer peut-être que c'est des questions de confidentialité qui font que la personne ne se sent pas à l'aise, de démontrer donc de la confidentialité et de rester dans tout ce qu'on fait non discriminatoire et de se référer vraiment à l'accord de volonté de la personne que nous voulons accompagner ou que nous voulons impliquer dans une activité pour ne pas la frustrer. C'est de petites choses où c'est deux principes qu'on n'y prend pas garde qui peuvent se glisser rapidement en fait dans notre façon d'agir et qui peuvent nous amener à frustrer l'autre alors que nous avions de bonnes intentions. Nous voulons respecter le principe de ne laisser personne de côté, mais malheureusement, nous en arrivons à frustrer la personne. Voilà ce que je peux donner comme élément de réponse à cette question très pertinente de Madame Mireille. Merci. Merci beaucoup, Madame Florence, pour ces éléments de réponse. Et nous avons un commentaire de Colette Caboret qui dit thématique intéressante, un cadre politique favorable, c'est-à-dire des mesures incitatives, pourrait encourager les filles à s'engager dans les filières scientifiques. Les pesanteurs socio-culturelles influencent aussi négativement. Tout à fait. Merci, Madame Caboret, pour votre commentaire. Et un autre commentaire de Armand Houfodji. Et je pense qu'il y a un grand travail à abattre au niveau des chefs religieux et têtes couronnées. Faire une campagne de sensibilisation auprès des têtes couronnées et autres, les bouquets, les ministères autour de l'éducation des filles viennent surtout de là. Merci beaucoup, Madame Amanda, pour votre commentaire. Et un autre commentaire de Mamatou Idrissou Adamou. Le paramètre sur lequel il faut insister, c'est la démission parentale, comme l'a abordé Madame Mireille. Parce que la rue, les médias éduquent, le parent doit donc jouer le rôle d'arbitre pour que si entre-temps il y a de la désinformation au niveau des enfants, cela soit corrigé. C'est vrai que la démission parentale n'est toujours pas un choix. Certains parents, du moins les mères, n'ont parfois pas les moyens financiers nécessaires pour mettre les enfants à l'abri du besoin. Et c'est là que l'autonomisation aussi doit apporter son grain de sel. Ah ouais. Bref, c'est un paquet d'interventions qui permettra de relever le défi. Tout mon soutien à vous. Merci beaucoup, Madame Mamatou Idrissou, pour votre commentaire très, très, très important. Merci. Et
Autre contribution de Carlin, et il dit, il est vraiment important de veiller sur la socialisation des garçons et des filles. L'intégration des questions des féminités et des masculinités mérite d'être prise en compte. Tous les agents sociaux, parents, églises, enseignants, professeurs, réseaux sociaux, nos organisations de la société civile et des programmes du pays doivent intégrer des questions de l'éducation inclusive en veillant sur les personnes vulnérables. L'empathie est un aspect très important. L'éducation inclusive doit être intégrée dans nos stratégies pour booster l'empowerment des filles et soutenue par des hommes et garçons champions. D'où l'intégration des féminités et des masculinités positives dans le curricula scolaire. Merci beaucoup, Monsieur Carlin, pour ce commentaire. Je crois qu'il y a encore d'autres commentaires. Bon, je crois que c'est les questions que j'ai à mon niveau. Je ne sais pas s'il y a entre-temps d'autres questions au niveau des participants et participantes. Vous pouvez toujours lever le doigt pour parler. Rachida, dans le chat, il y a une intervention de Mme Natacha. OK. Regardez la dernière. D'accord. Merci beaucoup, Boris. Oui, il y a un commentaire de Madame Agbangba Natacha. Elle dit, cette thématique est un élément important qu'il nous faut plusieurs sessions pour cerner tous les aspects. Merci aux panélistes pour tous ces apports importants. Il faut réellement des actions concrètes. Merci beaucoup, Madame Natacha. Okay. Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas de... Il me semble que les questions sont infinies. Oui, Rachida, ajustez votre caméra et passons au dernier mot panéliste avant de conclure. Merci. OK, merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons épuisé les questions. Oui, nous avons épuisé les questions et je voudrais donner la parole au docteur Baldé de placer un mot avant la fin de cette intervention. Docteur Baldé? Oui, je suis là. Désolée. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que c'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, de partager le panel avec ces talentueuses dames que vous êtes et aussi merci à notre auditoire. Mais je pense que la conversation est toujours intéressante et il faut vraiment continuer le processus de discussion, de changer, parce que, comme on dit, nos voix comptent. Et l'éducation, c'est vraiment la clé de tout développement. C'est le moteur de développement. Donc, et je pense que l'égalité du genre ne devrait plus être vraiment un choix, que ce soit au niveau de nos communautés ou au niveau de nos gouvernements, mais ça devrait vraiment couler de façon naturelle et que cela se reflète dans tout ce que nous faisons. Et
quand je dis ça, je pense que il y a vraiment une possibilité de pouvoir atteindre. Il y a beaucoup de travail à faire, certes, il y a beaucoup qui est déjà fait. Et je salue toutes ces actrices et toutes ces Amazones sur le terrain qui se donnent corps et âme au quotidien pour pouvoir avancer le droit des enfants, mais aussi le droit des femmes, afin qu'on puisse être sur la plateforme. Mais mon rêve serait qu'un jour, que lorsque vous êtes chez moi à Tougué, à Queen, que Kadiata, peut-être même si elle ne connaît pas, elle a entendu parler, que je sois aussi épanouie en sachant que j'ai des droits autant que je le suis ici au Canada, parce que ça, j'aurais vraiment atteint mon objectif de vie, ça, et je rêve de voir ça d'ici 2030. Merci. Merci beaucoup, Dr. Baldé. Et Madame Kadiata Diallo. Oui, vous m'entendez? Oui, Ah, vous d'accord. pouvez ouvrir votre caméra. Oui, bien sûr, désolée. Ah, j'oublie à chaque fois. Désolée. Euh, donc voilà, moi j'aimerais avant tout d'abord remercier la Fondation Batanga parce que franchement, c'est pas la première fois que je me retrouve dans un webinaire avec cette fondation et merci également à elle pour la confiance renouvelée. Je suis très contente de retrouver Dr. Baldé parce qu'on était ensemble encore la dernière fois. Maintenant, voilà, vu que ce webinaire ici nous donne une opportunité de véhiculer un message, ce webinaire nous permet ici de conscientiser et de vulgariser tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire. Donc, je pense que c'est bon? Je pense que c'est un moment idéal en tant qu'activiste de véhiculer un message à l'encontre de tout le monde. Donc, moi, je pense que les filles sont le fondement de notre avenir et que leur leadership est une force puissante qui peut changer ici positivement notre monde. Donc, nous devons tout faire pour leur fournir des outils et des opportunités afin qu'elles puissent ici, comment dire, réaliser leur plein potentiel. Les filles ont tout, elles regorgent tout ce qu'il faut pour le l'épanouissement de notre monde. Donc, je pense que la Fondation Batonga doit encore continuer à organiser ces genres de webinaires. En tout cas, ça serait toujours un plaisir d'y prendre part, que ce soit en tant que panéliste ou que ce soit en tant que une simple participante. Ça serait toujours un honneur et un grand plaisir d'y prendre part. Donc, merci à vous toutes et tous ici présents. Merci à Madame Rachidatou. Je sais que c'est pas facile pour me faire la modération. Ça doit être compliqué. Merci à mes co-panélistes. Ça a été vraiment un honneur de partager ce plateau avec vous. Donc voilà, merci à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Kadiato. Merci. Madame Florence Bion. Ok, merci beaucoup. Je voudrais remercier toute l'équipe de Nos Voix Compte pour m'avoir permis d'être ici et d'opiner vraiment sur la question de l'éducation inclusive. Mon mot de fin va peut-être s'adresser à toutes les organisations qui interviennent sur la question de promotion de l'égalité de genre, tous et toutes les activistes, les gouvernants également, et je dirais ceci. Les filles et les femmes ont du potentiel. Et en tant, peu importe la position que nous occupons aujourd'hui, que nous soyons gouvernants, que nous soyons organisations de défense des droits des filles et des femmes, que nous soyons activistes, peu importe ce que nous sommes, nous devons contribuer à transformer ce potentiel en pouvoir en investissant davantage dans l'éducation des filles et des femmes et en optant surtout pour l'éducation inclusive. Et c'est à cela que je nous appelle toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Florence Bion. Et nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire sur l'éducation inclusive et l'égalité des sexes. Et je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre participation, que ce soit les panélistes, les brillantes panélistes et les participantes et les participants. Et je vous remercie très sincèrement et pour votre engagement tout au long de cette session.
J'espère que vous avez apprécié les discussions informatives et inspirantes. Et n'oubliez pas que l'éducation est la clé de l'émancipation, du progrès et de l'égalité. Les défis auxquels sont confrontées les filles dans le monde entier sont réels et les solutions sont à notre portée. Cela dépend de chacun de nous de continuer à sensibiliser, à agir et à promouvoir une éducation inclusive. Et nous allons à la fin envoyer une évaluation de ce webinaire par mail. Et vous voudriez bien renseigner évaluer ce webinaire et renvoyer le fichier à nos voix comptes. Alors, je vais donner la parole à Madame Ella Wama-Mara, la directrice pays pour le Bénin de la Fondation Batonga pour clôturer ce webinaire. Merci Rachidatou. Je ne sais plus quoi dire après ces appels lancés par les très brillantes panélistes. Je voudrais avant tout les remercier. Merci Dr Ougui, merci Florence, merci Kadiatou. Merci à toi aussi Rachidatou. Entre maintenant et le prochain webinaire, prenons des engagements en faveur de l'éducation inclusive des adolescents de nos communautés. Joignez-vous à la Fondation Batonga, rejoignez nos voix comptes pour qu'on puisse ensemble porter les priorités, les besoins des filles d'Afrique francophone. L'éducation des filles doit être le signe, l'amélioration de l'éducation des filles doit être le signe du progrès de nos communautés. Merci à vous toutes. Restons mobilisés en attendant le prochain webinaire et ensemble nos voix comptent. Merci beaucoup, Merci, Madame au revoir Ella. docteur, au revoir Florence, au revoir Kadiatou, merci Au revoir tout le monde. Merci au beaucoup. revoir tout le monde. Merci. Merci de Bye nous bye. écrire à nos Bye voix bye. comptes @batongafoundation.org et de nous suivre sur www.nosvoixcomptes.org et sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Merci beaucoup, merci. Merci, Au Madame revoir. Rachidatou. Allez, à la Merci Merci. prochaine. Au Kadi. revoir. Au revoir. À la Bye. prochaine. Bye bye. Oui.